Bienvenue. Alors aujourd'hui, on plonge dans un sujet, disons, un peu provocateur, inspiré par le livre de Sarah Knight, La magie du j'en ai rien à foutre. Ah oui, un titre qui interpelle. Carrément. Et l'idée derrière, c'est qu'on est souvent submergé. Notre tête, c'est un peu comme un débarras mental, plein à craquer d'obligations, d'attentes, de petites choses qui nous pèsent. C'est une image assez juste, oui. Et Knight, elle propose quoi? Avec humour, mais de façon très pragmatique, une sorte de grand ménage de printemps mental. Inspiré un peu de Marie Kondo, mais pour nos soucis, en fait. C'est ça. Notre analyse elle va s'appuyer sur des extraits de la traduction française, et notre but, c'est de décortiquer cette fameuse méthode, même pas désolé. Comprendre comment elle suggère de choisir, activement, ce qui mérite notre énergie. Et ce qui, franchement, ne la mérite pas. Pour arrêter de se prendre la tête utilement. Exactement. Avec une promesse assez alléchante, il faut dire. Récupérer du temps, de l'énergie, même de l'argent, pour faire ce qui nous plaît vraiment. Alors, comment on fait pour ranger son tiroir à prise de tête? C'est parti. Bon, le point de départ qu'elle décrit, c'est ce sentiment d'être, sous l'eau. Écartelé, stressé, anxieux. Oui, trop bossu, pas assez éclaté. C'est son expression. Ça résonne chez beaucoup de gens, ça, non? Courir tout le temps après des trucs. Qui ne nous rendent pas forcément heureux. C'est tout à fait ça. Et son idée centrale, c'est que notre capacité à nous investir, à en avoir quelque chose à foutre, Elle mâche pas ses mots. non, c'est très direct. Mais c'est pour marquer le coup. Cette capacité, donc, elle n'est pas illimitée. C'est une ressource. Notre temps, notre énergie, notre argent. C'est un budget, quoi. Voilà, elle parle même d'un putain de budget pour ces ressources. C'est cru, mais ça pose l'idée. Un putain de budget. Ok, je vois le genre. Ça veut dire qu'on peut pas tout faire, ni se soucier de tout. Ben non, justement. Et le problème, c'est qu'on crame souvent ce budget pour des choses qui nous énervent, qui nous frustrent, ou qui, au fond... Sont pas si importantes pour nous. Exactement. D'où l'idée de reprendre un peu le contrôle là-dessus. C'est là qu'intervient le parallèle avec Marie Kondo. Trier ses affaires, garder que ce qui met en joie. Oui, mais transposé à l'esprit. C'est pas juste ranger, c'est choisir activement ce qu'on garde dans sa tête et ce dont on décide consciemment de se détacher. Elle raconte une anecdote là-dessus, non? Sur les chaussettes de son mari. Oui, après avoir démissionné, elle range un tiroir selon la méthode KonMari, et là, illumination. Le bazar dans le tiroir lui fait réaliser le bazar dans sa tête. C'est une bonne image. Et il faut bien comprendre ce qu'elle entend par n'en avoir rien à foutre. C'est pas de l'égoïsme pur et dur. Non, c'est plus subtil. Oui, c'est du discernement. Ne pas gaspiller ses ressources pour ce qui nous tire vers le bas, pour en avoir plus, pour ce qui nous fait du bien. Et sa méthode même pas désolée, c'est le comment faire en 2 temps. Lesquels? D'abord, 1, décider de quoi on n'en a rien à foutre, faire la liste en quelque sorte. Et 2, ne vraiment plus en avoir rien à foutre, agir. D'accord. Mais avant ça, elle met le doigt sur un truc essentiel, une condition préalable. Ah oui, absolument crucial. C'est quoi? C'est d'arrêter de se préoccuper de ce que les autres pensent, du jugement des autres sur nos choix. Ah, le fameux regard des autres. C'est souvent ça le plus gros frein, non? Exactement. Et là, elle fait une distinction hyper importante. Il faut continuer de se soucier des sentiments des autres. C'est-à-dire? Ne pas être un trou-duc, comme elle dit. Ne pas blesser les gens gratuitement, être respectueux, ça c'est la base. Ok. Mais il faut arrêter de se soucier de leurs opinions sur nos choix de vie personnels. C'est cette différence qui permet d'appliquer la méthode sans devenir un paria. Peux-tu nous donner un exemple de cette différence? Sentiment versus opinion. Bien sûr. Imagine, un ami fait du beurre de cacahuète bio, il te le fait goûter. Tu trouves ça bof. C'est ton opinion. D'accord. Ton ami est peut-être déçu. Ça, c'est son sentiment. Te soucier de son sentiment, c'est ne pas lui dire « Ah, c'est dégueu ton truc ». Logique. Mais ne pas te soucier de son opinion. Lui pense que c'est le meilleur beurre du monde, ça veut dire que tu n'es pas obligé d'acheter 3 pots pour lui faire plaisir si t'aimes pas ou si c'est pas dans ton budget. Tu vois la nuance? Oui, c'est clair. Être respectueux du ressenti, mais pas esclave de la vie. C'est ça. Et pour naviguer là-dedans, elle insiste sur le duo franchise et politesse. Les deux ensemble. Pas juste franc, pas juste poli. Non, franc mais avec tact. Elle raconte d'ailleurs une anecdote assez parlante sur un email qu'elle a envoyé au mauvais moment sur une histoire de circoncision. Ah oui, j'ai lu ça. Ça montre bien qu'il faut apprendre à manier le truc, quoi. Sidération. Le but, c'est d'arriver à être même pas désolé. Pas besoin de s'excuser parce qu'on a agi en accord avec soi, de manière réfléchie, polie, même si ça déplaît. Comme répondre face à un jugement sur l'éducation des enfants, par exemple. Oui, répondre calmement. On a fait ce choix, ça nous convient. C'est franc, c'est poli, ça ferme la discussion sans agresser.
Elle visualise ça un peu comme un quadrant. Il faut viser la case franc et poli. Et surtout éviter franc et trouduc. Ok, ce préalable est posé, c'est important. Maintenant, la première vraie étape. Décider de quoi on arrête de se soucier. Comment on s'y prend concrètement? Alors, elle utilise l'image du hangar mental. Faut imaginer notre esprit comme un grand entrepôt. Plein de bordel. Voilà, plein de trucs dont on se préoccupe volontairement ou pas. La première étape, c'est d'entrer et de faire l'inventaire. Qu'est-ce qui traîne là-dedans? Qu'est-ce qui prend de la place pour rien? Un grand tri, en somme. Et elle donne des pistes pour organiser ça? Oui, pour pas que ça paraisse insurmontable, elle propose 4 catégories, du plus facile au plus difficile. Ah oui, lesquelles? 1. Les choses, objets, idées, activités générales. 2. Le travail. 3. Les amis, connaissances et inconnus. Et 4. La famille. La famille en dernier, sans surprise. Bah oui, c'est souvent le plus chargé émotionnellement. L'idée, c'est de commencer par le plus simple. Se ficher de la dernière mode, c'est plus facile que de se ficher d'une attente familiale, quoi. Pour les choses, elle donne des exemples assez personnels, non? Genre Taylor Swift ou le basket? Oui, tout à fait. Sa liste perso, avoir un corps parfait en bikini, comprendre le calcul différentiel, Google plus... C'est juste pour montrer que c'est hyper subjectif. Ce qui t'énerve toi, ça laisse peut-être ton voisin complètement indifférent. L'important, c'est d'identifier ses propres sources de contrariété inutiles. C'est ça. Et pour le travail, par exemple, un domaine où le stress est fréquent, qu'est-ce qu'on pourra décider de lâcher? Bonne question. Les réunions interminables, peut-être? Ah, elle en parle beaucoup. Les réunions inutiles où tu ressors sans savoir ce qui a été décidé, elle suggère soit de les skipper, si possible, soit d'y aller, mais en mode économie d'énergie mentale. Présent physiquement, absent mentalement. Un peu ça, oui. Ou les téléconférences vortex de non-productivité, les codes vestimentaires parfois ridicules. L'histoire des sandales? Oui, la paperasse qui sert à rien. Et aussi la pression pour les collectes de fonds au bureau. La fameuse collègue Gail qui a toujours une cause à défendre. Gail et ses ours polaires ou ses semi-marathons. Voilà. Et derrière ça, il y a une idée intéressante. Mieux vaut chercher le respect pour son boulot que l'amour de tout le monde. Chercher à être aimé à tout prix, c'est épuisant, c'est une spirale infernale. Ça parle. Et pour la sphère sociale, amis, connaissances, comment on fait pour poser des limites sans passer pour un ours? Alors là, elle parle de se blinder, mettre une clôture barbelée mentale, poliment. Et un outil clé, ce sont les principes personnels. C'est-à-dire? C'est une façon de dire non sans avoir à inventer une excuse bidon, au lieu de galérer à trouver pourquoi tu peux pas aller à cette soirée karaoké que tu détestes. Oui, C'est vraiment pas mon truc. Point. C'est franc, poli, et ça clôture le débat. malin. On peut appliquer ça à plein de situations. Oui, les dîners où chacun amène un plat si t'aimes pas ça, les demandes de dons pour des cagnottes en ligne, j'ai pour principe de soutenir uniquement telle cause. Même les enterrements de vie de garçon-fille pour un 3e mariage si tu trouves ça too much. Ces principes, ça devient tes règles du jeu. D'accord. Et la famille, alors? La catégorie rouge écarlate. La culpabilité, les habitudes. Ça doit être coton. Ah oui, c'est le niveau expert. Elle partage des résultats d'un sondage qu'elle a fait, les trucs dont les gens se fichent en secret en famille. Ah oui. Comme quoi? L'humiliation cervical linge à vieille tante qu'on connaît à peine, les photos de groupe qui durent 3 heures, devoir écouter les mêmes vieilles histoires de disputes, les traditions qui n'ont plus de sens, les débats politiques à table, la belle famille parfois, La liste est longue. très longue. C'est une source énorme de «j'en ai marre», mais c'est dur d'y toucher sans faire de vagues. Ok. Donc on a fait l'inventaire, on a identifié nos cibles. Maintenant, l'étape 2, ne vraiment plus en avoir rien à foutre. Comment on passe concrètement de la décision à l'action? Ben voilà, c'est là que ça se joue. Il faut arrêter concrètement d'y mettre du temps, de l'énergie, de l'argent. Et pour y aller doucement, elle propose des niveaux d'alerte. Des niveaux d'alerte? Comment ça? Niveau jaune, ce qui n'affecte que toi. Par exemple, décider de se ficher de ses premières rides ou d'arrêter de regarder les infos en boucle si ça t'angoisse. C'est le plus facile pour démarrer. Ok, ça touche pas les autres directement. Voilà. Ensuite, niveau orange. Ça touche un peu les autres, donc là, il faut sortir le duo franchise et politesse. Par exemple, refuser de filer un coup de main pour un déménagement un week-end où t'es épuisé. Faut le dire gentiment, mais fermement. Désolé, ce week-end, je peux vraiment pas, j'ai besoin de recharger les batteries. Exactement. Et enfin, le niveau rouge. Le plus chaud. Oui, risque élevé de conflit, de jugement. Là, faut toute la panoplie. Franchise, politesse, plus principe personnel.
Par exemple, décliner l'invite au mariage du cousin Paul que t'as pas vu depuis 15 ans, ou gérer ton manque total d'intérêt pour les exploits du petit dernier de tes amis. Ah oui, ça demande du doigté. Clairement. Et justement, cette question de franchise, jusqu'où on va? Parfois, être 100% honnête, ça peut être brutal, non? Très bonne question. Elle l'admet. L'honnêteté, c'est la base, mais la franchise totale, crue, c'est pas toujours la meilleure idée. Dire à quelqu'un que sa nouvelle coupe de cheveux est ratée. Voilà. Ou que son gratin était sec, c'est pas forcément utile ni sympa. Il y a des situations, elle cite les belles-mères, les femmes enceintes, où il vaut mieux adapter, dire une vérité partielle ou juste, ne rien dire de négatif. Le but, c'est de préserver son énergie, pas de devenir un rustre. Trouver le bon curseur. C'est ça. Les mariages, d'ailleurs, elle s'en sert comme exemple parfait pour ça. Toutes ces situations sociales complexes. L'invitation qui tombe pendant tes seules vacances, l'enterrement de vie de garçon à Las Vegas qui coûte un bras. Oui, ou le mariage avec planning militaire du vendredi soir au dimanche midi, brunch inclus. Pour chaque situation, il y a différentes façons de réagir, en jouant avec la franchise et la politesse pour poser tes limites sans déclencher la Troisième Guerre mondiale. Toujours en essayant de rester dans le bon cadran, loin du trou du cul. Bon, ça demande quand même un certain effort au début, toute cette méthode, mais si on tient bon, quels sont les bénéfices à la fin? Au-delà du temps, de l'énergie, de l'argent, la foutue sainte trinité. Selon elle, ça va plus loin. Ça joue sur la santé physique et mentale. Moins de stress, c'est moins de maux de tête, meilleur sommeil, moins d'anxiété, Moins d'ulcères? peut-être. Et moins d'obligations sociales subies, c'est aussi moins de soirées où tu bois trop par ennui et où tu le paies le lendemain. L'exemple du karaoké évité. Tu gagnes du temps, de l'argent, de l'énergie et tu t'épargnes une contrariété. C'est tout bénef. Mais une fois qu'on a fait ce vide, qu'on a arrêté de se soucier de plein de trucs, on fait quoi de cet espace libéré? On devient pas juste blasé de tout? Ah non, surtout pas. C'est même l'étape d'après, super importante. Identifier ce à quoi tu veux consacrer ce fameux putain de budget que tu as récupéré. Ah, donc on réinvestit. Oui, le but, c'est pas l'indifférence totale, c'est l'intentionnalité. Arrêter de se soucier de trucs inutiles pour pouvoir enfin se soucier à fond de ce qui compte vraiment pour toi. Elle parle des regrets fréquents. Pas assez voyagé, pas avoir pris soin de sa santé, pas appris une langue, pas préparé sa retraite. Donc c'est une méthode pour mieux choisir ses combats en fait. Mieux prioriser ce qui a du sens pour soi. C'est exactement ça. Faire de la place pour l'essentiel personnel. Savoir ce que vous pouvez faire sans, elle dit. Se réaligner avec ses valeurs, ses envies. Vivre plus, authentiquement. Le message final, derrière le ton un peu cru, c'est vraiment « sois toi-même et ose te concentrer sur ce qui te fait vibrer, toi ». C'est intéressant de le voir comme ça. Pas juste une autorisation à être égoïste, mais plutôt un outil pour préserver son énergie et la rediriger vers ce qui nous nourrit vraiment. Oui, tout à fait. C'est une sorte d'hygiène mentale, formulée de façon très directe, mais qui vise la lucidité et l'alignement. Choisir où va ton énergie limitée, au lieu de la laisser s'éparpiller. C'est une démarche active. Très clair. Alors, pour terminer et laisser matière à réflexion, si chacun devait choisir une seule petite chose, là, cette semaine, une chose dont on déciderait consciemment de moins se soucier, juste pour voir, ce serait quoi? Et quel espace ça pourrait bien libérer dans notre tête ou notre emploi du temps?